Donc, en fait, je suis physicien et alors plus spécifiquement métrologue. Et je m'occupe de métrologie du temps. Alors pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est la métrologie, bon alors il ne faut surtout pas confondre avec la météorologie, parce que souvent il y a la confusion. Alors météorologie c'est le temps qui le fait, hein. Moi métrologue du temps, je m'intéresse plutôt au temps qui passe, et en particulier aux mesures extrêmement précises. Et vous allez voir que les niveaux de précision sont assez époustouflants, en particulier avec des horloges atomiques. Alors je ne sais pas si on peut montrer la petite illustration que j'avais préparée, pour qu'on voit à quoi ressemble une horloge atomique. Voilà, donc ça c'est une des horloges atomiques les plus précises au monde. Euh, Ne cherchez pas les aiguilles, les cadrans qui donnent l'heure parce qu'il n'y en a pas, mais je vous expliquerai un petit peu plus tard comment ça fonctionne et puis aussi en gros à quoi ça sert. Donc cette horloge atomique est située dans un laboratoire à l'Observatoire de Paris. Moi je travaille dans ce laboratoire, à l'Observatoire de Paris, donc on peut se demander quand on voit la photo, on se dit on est très loin de l'astronomie. Qu'est-ce que ça fait sur le site d'un observatoire? Et en fait, c'est que pendant longtemps, la maîtrise du temps était du côté de l'astronomie. C'est-à-dire on avait l'heure en observant la position des étoiles, du Soleil dans le ciel. Et en particulier en étudiant le mouvement de rotation de la Terre. Et depuis maintenant presque 50 ans, cette maîtrise du temps elle est tombée du côté de la physique atomique et de la physique quantique avec des horloges atomiques, parce que très très vite, les horloges atomiques ont été inventées au milieu du XXe siècle, très très vite, ont eu une précision qui a surpassé les mesures de temps avec l'astronomie. Alors je pense qu'il faut passer un tout petit peu de temps pour expliquer comment marche une horloge atomique. Alors c'est simple dans le principe, vous voyez que c'est un tout petit peu plus compliqué à mettre en œuvre expérimentalement. C'est très simple, on utilise un oscillateur. Un oscillateur, c'est un dispositif physique qui vous donne un signal périodique qui va se répéter identique à lui-même au bout de chaque période, et on va utiliser ce signal périodique pour découper une durée et compter simplement le nombre de périodes. Donc vous voyez que c'est tout à fait simple. Le problème, c'est qu'il faut être sûr de la valeur de la période, de la valeur du rythme, de la fréquence de l'oscillateur. Et ça, dans une horloge atomique, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser une propriété de physique quantique des atomes qui délivre des fréquences qui sont des références absolues de fréquence. Et donc, on va stabiliser la fréquence de l'oscillateur sur la fréquence atomique. Et quand tout ça, ça fonctionne bien, et qu'on a un dispositif, comme vous le voyez ici, qui permet d'optimiser l'interaction entre les oscillateurs, les atomes, et d'avoir le meilleur signal, eh ben, on a une fréquence d'oscillateur qui est, entre guillemets, parfaite, c'est-à-dire qu'on connaît très bien sa valeur, et on est sûr que sa valeur ne fluctue pas dans le temps. Donc concrètement, si je veux donner quelques chiffres, des horloges de ce type aujourd'hui ont une précision de 18 chiffres après la virgule, ce qui ferait, alors si on mettait ça en termes temporels, une dérive d'une seconde sur la durée, sur l'âge de l'univers à peu près, sur 15 milliards d'années. Donc on ne va pas attendre 15 milliards d'années pour se poser la question si c'est utile ou pas, mais vous allez voir que cette précision qui a l'air complètement inutile dans la vie quotidienne, non seulement elle est importante dans la vie quotidienne, et encore plus, vous l'imaginez, dans le domaine scientifique. Et alors pourquoi finalement on atteint ce niveau de précision? C'est simplement parce que, sans rentrer dans les détails, c'est parce qu'en fait l'oscillateur va découper votre durée en un très très grand nombre de petites graduations. Si on veut comparer le rythme de l'oscillateur qui a ici, par exemple, le tic-tac d'une horloge mécanique, une horloge à pendule qui fait tic-tac une fois toutes les secondes à peu près, cette horloge-là, elle fait tic-tac 500 000 milliards de fois par seconde. Donc, vous voyez, il y a un tic-tac extrêmement rapide. On est capable de compter les 500 000 milliards de tic-tac en une seconde, de dire qu'il y a une seconde qui s'est écoulée, ainsi de suite. Et donc c'est bien plus précis parce qu'on découpe une seconde en un très très grand nombre de petites mesures. Donc la question fatidique, c'est à quoi sert une telle précision? Déjà, c'est d'avoir la même heure à peu près partout sur Terre. Donc ça peut vous paraître bête, mais aujourd'hui, quand vous voulez avoir l'heure exacte, vous téléphonez plus à l'horloge parlante, vous regardez votre téléphone, vous regardez votre ordinateur, et donc vous êtes tous et toutes à l'heure atomique sans le savoir. Il y a des horloges atomiques qui viennent synchroniser à distance à peu près tous les systèmes. Le problème de synchronisation à distance, je ne rentrerai pas dans les détails, est un vrai problème, parce que si vous avez une super horloge dans un laboratoire, mais que le moyen de synchroniser à distance rajoute un retard qui n'est pas contrôlé, vous, ce que vous recevez, c'est un mauvais signal horaire. Donc ça, c'est une première application. Alors,
petite digression historique, d'avoir tous la même heure, ça paraît normal aujourd'hui, mais il a fallu en France attendre la fin du 19e siècle, parce qu'avant, tout le monde n'était pas à la même heure, parce que c'était l'heure solaire, donc chacun voyait midi à sa porte, et donc chaque ville avait une heure différente. Et donc la France n'a pas été dans les premiers pays à décider de l'unification de l'heure avec ce temps astronomique. Alors après, les autres applications, j'ai choisi de donner un ordre de grandeur. Par exemple, si on se trompe d'une milliseconde. Alors une milliseconde, c'est pas beaucoup. Hein. Je pense que c'est pas très grave pour se donner rendez-vous. Si on se trompe d'une milliseconde, par exemple sur une Formule 1, on va se tromper de 10 cm sur la position de la Formule 1. On se dit c'est pas trop grave. C'est pour ça d'ailleurs que c'est chronométré au millième de seconde. Si on se trompe d'une milliseconde sur le suivi d'une fusée, on va se tromper de quelques mètres. On se dit bon, c'est embêtant, mais c'est pas dramatique. Par contre, il y a des systèmes où il faut absolument la milliseconde. Par exemple, aujourd'hui, les transactions bancaires dans le commerce à haute fréquence se font à l'échelle de temps d'une milliseconde. Donc il y a des sommes financières considérables qui sont échangées à cette vitesse-là. Et donc vous imaginez bien qu'il faut synchroniser les systèmes plus rapidement que ça. Et alors un autre domaine où c'est encore plus important d'avoir des synchronisations et des précisions temporelles importantes, c'est le GPS. Vous savez que le GPS vous permet de vous positionner en mesurant des temps de propagation qui sont de signaux qui sont émis par des satellites. Dans les satellites, il y a des horloges atomiques synchronisées. Et vous, dans votre récepteur, vous mesurez les temps de propagation entre les satellites et votre récepteur. Donc vous connaissez votre distance, parce que vous connaissez la vitesse de propagation de l'onde, hein, c'est la vitesse de la lumière. Donc vous connaissez votre distance à chaque satellite et vous en déduisez votre position. Et là, si vous trompez d'une milliseconde, ben vous trompez simplement de 300 km. Donc là, ça commence à plus être du tout négligeable pour le GPS. Donc vous voyez que cette précision de mesure du temps, évidemment, ça dépend de l'application. Pour se donner rendez-vous, ce n'est pas très grave. Mais pour certaines applications dont vous servez quand même tous les jours, il faut un niveau de synchronisation très très important. Alors, on est dans un forum, que reste-t-il à découvrir? Donc j'ai quand même une petite partie. Qu'est-ce qui reste à faire? Il faut toujours améliorer la précision et aussi la miniaturisation. Il faut miniaturiser les systèmes parce que les horloges atomiques, on peut les avoir à un endroit et puis diffuser leurs signaux. Mais pour pas mal d'applications dont je vais parler juste après, on a besoin de transporter l'horloge atomique. Donc l'aspect de miniaturisation est important. Et c'est sûr qu'il y a énormément de systèmes qui vont avoir besoin de synchronisation de plus en plus précise. J'ai parlé de GPS. Vous savez tous que le GPS européen qui s'appelle Galileo est en cours de mise en œuvre. Il y a de plus en plus de satellites qui sont installés. Et c'est évident que d'installer des horloges atomiques plus précises dans l'espace permettra d'améliorer la qualité du positionnement pour pas mal de types d'applications. Évidemment, tous les réseaux que vous utilisez pour téléphoner, pour faire de l'Internet, l'ensemble de ces réseaux sont synchronisés au niveau international et donc avec l'augmentation des débits, il faudra des horloges atomiques encore plus précises et des moyens de synchronisation encore plus précises. Pour la distribution de l'énergie, par exemple, là aussi, on aura besoin d'avoir ces aspects-là. Mais je voudrais passer un tout petit peu de temps là en conclusion sur un domaine alors, qui est peut-être plus scientifique, mais vous allez voir à la fin le lien très fort entre la science et l'application, qui concerne les tests de physique fondamentale. Vous savez, aujourd'hui, la physique moderne repose sur un certain nombre de théories, en particulier la relativité restreinte et générale d'Albert Einstein. Et cette relativité vous dit simplement, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais elle dit simplement, si vous avez deux horloges identiques, elles sont côte à côte, elles vont vous donner toujours la même heure. Si maintenant ces deux horloges identiques, il y en a une qui reste là et une autre que vous mettez dans un autre référentiel, alors ce que j'appelle autre référentiel, ça peut être un référentiel qui bouge par rapport à nous, ça peut être une altitude différente du centre de la Terre, c'est-à-dire subir un potentiel de gravitation différent, et bien là on se rend compte qu'en comparant les temps des deux horloges, on ne trouve plus la même chose. Donc pendant longtemps, on a pensé que le temps était quelque chose d'absolu. Avec Albert Einstein, il est devenu relatif. Pendant longtemps, on a pensé que c'était juste un plaisir ou un intérêt de la communauté scientifique et qu'il n'y avait pas d'application. Effectivement, les effets sont tout petits à l'échelle de la Terre, mais si, je reprends l'exemple du GPS, si vous ne corrigez pas des effets relativistes,
vous vous trompez de 10 km au bout d'un jour. Donc vous voyez que la relativité, quand vous faites du GPS, vous faites de la relativité, sans le savoir, et vous faites aussi de la physique quantique, parce que vous utilisez des horloges atomiques qui reposent sur la physique quantique. Donc ça, il ne faut pas l'oublier quand vous vous positionnez. Voilà. Et donc, pourquoi j'en parle de la relativité générale? C'est que toutes les théories modernes prédisent une violation de la théorie d'Einstein. Jusqu'à présent, elle est toujours solide, elle tient le coup, mais toutes les théories modernes prédisent une violation. Et donc, vous imaginez que les horloges atomiques, comme elles mesurent très précisément le temps, elles vont être extrêmement sensibles à des variations, à des déviations des effets relativistes. Et donc, l'idée, c'est d'améliorer la précision des horloges, d'en installer au sol, comme ici, d'en installer dans l'espace. Par exemple, il y a une horloge atome froid française soutenue par le CNES qui va être installée dans 2 ans à bord de la Station spatiale internationale et qui va permettre justement de faire ces tests de relativité générale avec une précision meilleure que ce qu'on a aujourd'hui. Et donc, vous imaginez que l'ensemble de ces tests, quelque part, essaiera de répondre à la question est-ce que la théorie d'Einstein est à 100% est vrai ou pas vrai. Donc, je vais m'arrêter là. J'espère vous avoir montré que même si ça a l'air d'être un domaine extrêmement pointu, extrêmement précis, il y a beaucoup d'ouverture, que c'est un domaine très fascinant parce que c'est vraiment pluridisciplinaire. Et puis, il y a aussi qu'il y a des enjeux scientifiques très forts. Hein. Il y a vraiment une très forte compétition entre les laboratoires. Puis des enjeux sociétaux, parce que quand on parle de transactions bancaires, de télécom, d'Internet et de GPS, on imagine tout ce qu'il y a derrière. Voilà, et je pense que maintenant, il est temps de passer à l'échange. Merci. Merci pour votre attention. Merci pour cette introduction. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Bonjour, merci, c'est très intéressant. Et alors par rapport à ce temps universel, et comment ça se passe au niveau de la ligne qui sépare les jours? Est-ce que lorsqu'on a un pied à Wallis et Futuna et un pied, est-ce que c'est une ligne droite ou est-ce que les calculs lui donnent une autre dimension dans l'espace? Alors c'est une bonne question qui permet de faire le lien entre le temps atomique et le temps lié à la rotation de la Terre. C'est-à-dire que pendant longtemps, effectivement, le temps lié à la rotation de la Terre, c'était un temps donc astronomique qui dépendait donc de la longitude, c'est-à-dire de l'angle là, par rapport à l'axe autour duquel tourne la Terre. Et donc pendant longtemps, finalement, effectivement, le temps dépendait de cette longitude. Depuis qu'il y a le temps atomique, c'est-à-dire depuis le début des années 70, c'est le même temps universel coordonné, c'est-à-dire le même temps atomique pour tout le monde. Il n'y a plus de... C'est-à-dire quand on parle dans l'échelle de temps atomique, il est la même heure partout. Il est minuit partout, il est 1 heure partout. Après, chaque pays, effectivement, rajoute un décalage horaire pour tenir compte de la latitude. Ça paraît logique parce qu'évidemment, il y a toujours le soleil et on vit toujours au rythme solaire. Et puis chaque pays rajoute après des heures d'été, des heures d'hiver, etc. Et donc effectivement, cette ligne que vous mentionnez, elle est uniquement une ligne inventée par l'homme pour évidemment pour savoir quand le jour commence et quand le jour précédent finit, et puis surtout pour des liens, on va dire, des liens économiques. Ça veut dire que des fois la ligne elle n'est pas droite, des fois la ligne que vous mentionnez elle est un petit peu décalée pour prendre en compte une région qui préfère être reliée au jour d'avant qu'au jour d'après, pour des raisons uniquement économiques. Merci. D'autres questions, oui. Là-bas, oui. Du coup, pourquoi on n'accepterait pas d'avoir la même heure partout et de la garder et qu'il fasse, je sais pas, que ce soit minuit, je sais pas, à Paris, ce soit en plein jour, quoi. Oui. On pourrait imaginer, mais regardez déjà le problème du changement d'heure été-hiver. On pourrait tout à fait dire, on garde la même heure Voilà. pendant toute l'année et pendant l'été ou l'hiver, on va travailler 1 heure plus tôt le matin et on revient 1 heure plus tôt le soir. Oui.
Et ça serait peut-être un petit peu compliqué. Donc la convention, c'est de dire on garde les mêmes heures de travail, entre guillemets, et puis on change l'heure de référence. Mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que pour toutes les transactions internationales, en général, par exemple, quand il y a des observations par des observatoires astronomiques, toutes les observations, toutes les transactions sont datées dans cette échelle de temps universelle atomique, qu'on appelle UTC, temps universel coordonné. Et là, c'est vraiment une référence. Il est la même heure à UTC au même instant pour tous les pays. Donc pour l'utilisation professionnelle, UTC est très utilisé. Même si encore, on voit que GMT, alors GMT, c'est le temps astronomique lié au méridien de Greenwich. Historiquement, c'était le méridien de Greenwich qui était la référence pour le temps international quand c'était défini par les astronomes. Donc GMT est encore utilisé aujourd'hui, mais je rappelle que ça fait quand même 50 ans que c'est le temps atomique et que ce n'est plus du tout un temps lié à la rotation de la Terre. Donc il y en a qui sont un tout petit peu en retard. Et c'est ce décalage entre GMT et UTC qui implique que de temps en temps, il faut rajouter des secondes, c'est ça? Tout à fait. C'est-à-dire que à ces échelles de précision, le temps atomique, il est infiniment précis. Il ne dérive pas. Et le temps donné par la rotation de la Terre, lui, a tendance à dériver parce qu'il y a des phénomènes dissipatifs qui ont tendance à ralentir la rotation de la Terre. Et donc, pour éviter que le temps donné par la rotation de la Terre, donc qui donne les positions du Soleil et des astres dans le ciel, se décale trop par rapport au temps atomique qui est infiniment précis, soit il faudrait accélérer la rotation de la Terre, c'est délicat. Donc, on rajoute artificiellement 1 seconde dans l'échelle de temps atomique pour que la différence reste suffisamment petite. Et la prochaine seconde, en général on fait ça dans une nuit du 31 décembre au 1er janvier ou du 30 juin au 1er juillet, pour que, enfin je dis la nuit, mais c'est fait à minuit UTC, donc pour nous, on est décalé d'1 heure par rapport à UTC en hiver et de 2 heures par rapport à UTC en été, donc nous c'est 1 heure du matin. Mais pour d'autres pays, c'est en pleine journée. Et donc vous imaginez que tous les pays tout autour de la Terre sautent d'1 seconde. Donc on a 1 minute qui dure 61 secondes. Et il faut que tout le monde commute d'1 seconde. Donc je ne vous cache pas que des fois, il y a des petits soucis. Ouais. Donc vous essayez sans cesse d'améliorer la précision. Est-ce qu'il y a une limite théorique? Et si oui, quelle est-elle? Alors il n'y a pas avec la façon actuelle dont on mesure les durées dans des horloges atomiques, il n'y a pas réellement de limite théorique. La limite théorique, ce serait à partir du moment où on va voir que le temps ne s'écoule plus de façon continue, il s'écoule de façon quantique, par petits sauts. Mais là, on en est extrêmement loin. On en est à quasiment plus de 15 ordres de grandeur. C'est-à-dire que c'est pas, là on a 10-18, il faut aller encore bien plus loin. Non, une des limites qu'on pourrait rencontrer assez vite et qu'on commence un petit peu à rencontrer, c'est une limite due à la relativité générale. C'est-à-dire que la fréquence d'une horloge va dépendre, quand on veut mesurer cette fréquence ou mesurer son temps, va dépendre du potentiel de gravitation auquel elle est soumise, c'est-à-dire en gros à son altitude. D'accord ? Et donc, localement, ça ne pose pas de problème parce qu'on sait à peu près où est l'horloge. Par contre, si on veut lire le temps de l'horloge à distance, il faut connaître très très bien la différence d'altitude entre là où est l'horloge et là où est l'utilisateur. Et l'ordre de grandeur, c'est à peu près la différence de fréquence, c'est le 16e chiffre, 10-16, pour 1 mètre d'altitude. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les horloges qui sont à 10-18, il faut connaître la différence d'altitude entre les 2 points à mieux que le centimètre pour être sûr que le temps qu'on est en train de lire, c'est la bonne heure, entre guillemets. Donc ça va poser un problème pour les horloges terrestres. Après, la solution, c'est de les envoyer dans l'espace, parce que là, elles s'éloignent suffisamment de la Terre. Mais bon, là, c'est une autre histoire. Bonjour. Est-ce qu'avec des horloges de cette précision, on peut imaginer synchroniser n'importe quel point de l'espace, de l'univers? Ou est-ce que là, c'est encore une autre paire de manches? Alors, pour synchroniser n'importe quel point de l'espace et de l'univers, il faut avoir une très très bonne horloge, mais aussi un très bon moyen de synchronisation. Et aujourd'hui, on est dans une situation où les horloges sont meilleures que les moyens de synchronisation. C'est-à-dire qu'on a des très très bonnes horloges dans les laboratoires,
10-17, 10-18. Mais par contre, le moyen de synchroniser, synchroniser, ça veut dire quoi? Ça veut dire on va envoyer un signal qui est synchronisé, qui est asservi sur le signal de l'horloge. On va l'envoyer, alors historiquement c'était l'horloge parlante, maintenant c'est un petit peu évolué, hein, soit par fibre optique, soit par onde radio, par exemple en France, France Inter Grandes Ondes diffuse des signaux d'asservissement, de pilotage d'horloge, et donc il faut être sûr que le temps de propagation il soit connu, parce que sinon ça vous fait une différence de temps. Et en plus, il faut être sûr que ce temps de propagation ne varie pas. Et ça, c'est un problème qui est rencontré partout. C'est un problème qui est rencontré dans le GPS. Hein. Simplement, le GPS, comme j'ai dit, on se positionne en mesurant des temps de propagation. Le fait que ça ne se propage pas dans le vide, on traverse l'atmosphère, qui a un indice qui n'est pas celui du vide, et que cet indice varie parce que des fois, il y a des nuages, des fois, il y a des orages, etc. C'est ça qui limite aujourd'hui en partie le positionnement. Donc dire que ça limite le positionnement, ça veut dire aussi que ça limite la capacité de synchronisation à distance. Mais en même temps qu'il y a ces développements d'horloges, vous pouvez imaginer qu'il y a beaucoup de développement de moyens de synchronisation à distance. Et la France est assez bien placée puisqu'elle a démontré par exemple des synchronisations à distance entre le sol et un satellite par des moyens optiques, par des pulses, des impulsions laser. Et aussi, elle est assez bien placée parce qu'on arrive maintenant à synchroniser via Internet, via le réseau fibré. Alors c'est un réseau fibré professionnel, ce n'est pas le réseau Internet public, mais on arrive effectivement à synchroniser des horloges à peu près au niveau de performance. Donc ce qui est important de retenir, c'est à la fois, faut voir l'amélioration de l'horloge et puis l'amélioration aussi de la technique qui permette de lire le temps de l'horloge. C'est ça qui est important. Merci. Il y avait une question devant, je crois. En fait, vous avez répondu à ma question. Ah mince, je suis désolé. Rassurez-vous, j'en ai une autre. Vous parliez de différences liées à l'altitude. La question, c'est vous faites comment pour dire c'est celle-là la référence ou c'est une autre la référence? Est-ce que vous la mettez plus haut, plus bas ou... Je ne sais pas si vous comprenez. Je ne suis pas sûr de comprendre. Ce qui est important, c'est d'être sûr que quand on compare des horloges, parce que peut-être ce que j'aurais dû dire, c'est que la base de notre travail, c'est de se comparer. Pourquoi? Parce que si vous avez une seule horloge, bon, déjà, si elle tombe en panne, vous ne mesurez plus tellement le temps, et puis ça, vous ne le rattrapez pas. Si vous ne savez pas si elle fonctionne bien ou pas. Donc l'idée, c'est d'en avoir deux, pour pouvoir les comparer. Mais si vous en avez deux et qu'elles ne donnent pas la même heure, à qui faire confiance? Donc il en faut 3, etc. Donc au laboratoire, on en a plusieurs. Puis on n'est pas à l'abri que dans le laboratoire, on ait fait la même bêtise, la même erreur sur toutes les horloges. Donc notre travail quotidien, c'est de comparer nos horloges à des horloges qui sont dans d'autres labos à l'étranger, en utilisant tous les moyens que j'ai cités tout à l'heure, pour être sûr justement qu'un laboratoire n'a pas fait une bêtise systématique. Et donc, par rapport à votre question, ce qui est important quand on se compare, c'est d'être sûr que la différence d'altitude entre les horloges est à peu près bien maîtrisée, est à peu près bien connue, pour que les effets relativistes qu'on va corriger, les effets relativistes, ils n'existent pas en local, il faut vraiment être à des endroits différents, pour être sûr que ces effets relativistes, on va pouvoir les corriger avec une certaine incertitude. Et ça sera exactement le même problème avec l'horloge spatiale qui va être installée dans 2 ans, c'est dans la Station spatiale internationale. On va comparer son heure à des heures d'horloge qui sont au sol, et pour vérifier si l'équation d'Einstein elle est valide ou pas, il va falloir connaître très très bien la différence d'altitude et la différence de potentiel. Donc c'est un peu l'œuf et la poule, mais on arrive à peu près à s'en sortir. Si je comprends bien votre question, parce que pour définir le temps UTC, il faut qu'on choisisse à quelle altitude on le mesure, le temps UTC. Alors, tout à fait. C'est à l'Observatoire de Paris. Ah non, alors c'est une surface virtuelle qu'on appelle le géoïde. C'est-à-dire il y a une surface de référence qui suit à la louche, là c'est peut-être un petit peu rapide, mais qui suit à la louche le niveau des mers. Alors, sur les terres, c'est pas ça. Nous, on n'a pas d'horloge sur les mers, donc c'est un peu plus compliqué. Mais il y a effectivement une surface de référence qu'on appelle le géoïde. Et ce qu'il faut, c'est mesurer notre altitude par rapport à cette surface de référence. Donc c'est vraiment ça pour le temps UTC. Oui, vous avez prononcé le mot panne. Est-ce que ça tombe en panne souvent, les horloges quantiques?
Alors, ça dépend beaucoup du type d'horloge. C'est-à-dire que Et plus largement, pardon, est-ce que ça nous rend vulnérables? Est-ce qu'il y a quelles sont les vulnérabilités auxquelles ça nous expose de dépendre de cette nouvelle mesure du temps? c'est deux questions avec un recouvrement, mais un petit peu différentes. Donc, je vais répondre à la première. Ça dépend évidemment, de la performance de l'horloge. Donc, comment on s'en sort? Vous voyez la complexité du système. C'est-à-dire que si vous tournez un tout petit miroir, l'horloge s'arrête. D'accord? Donc, comment on fait de façon concrète? On a des horloges commerciales, elles qui mesurent le temps en continu, qui sont bien moins performantes que celles-là. On a servi l'horloge commerciale sur notre horloge de très haute performance. Donc, on est sûr que l'horloge commerciale, elle bat le rythme au même niveau que cette super horloge. Et si cette horloge tombe en panne, entre guillemets, l'horloge commerciale, elle continue. Donc, elle dérive un petit peu et donc il faut vite réparer cette horloge-là pour recaler après. Et évidemment, comme j'ai dit tout à l'heure, on a un ensemble d'horloges, à la fois d'horloges commerciales et d'horloges de ce type-là, pour minimiser le risque d'avoir une panne grave. Alors après, c'est toujours un compromis entre avoir un système le risque zéro n'existe pas. Évidemment, vous avez vu la complexité, ça coûte un peu d'argent, donc c'est toujours un compromis entre les crédits et la sécurité. Après, la vulnérabilité de l'horloge, elle n'est pas forcément critique parce qu'en général, les utilisateurs, eux, ils se synchronisent sur nos horloges, mais si, par exemple, le lien est coupé, parce qu'il y a une pelleteuse qui coupe la fibre optique devant l'Observatoire de Paris, simplement, ils vont se synchroniser automatiquement sur une autre référence. Par exemple, les serveurs NTP, la synchronisation NTP des ordinateurs, c'est exactement ça. Vous synchronisez sur un serveur, et si le serveur ne répond pas, normalement, si le système est bien fait, il va automatiquement se mettre sur un autre serveur. C'est pour ça que c'est important que toutes les échelles de temps de tous les pays soient à peu près à la même heure. Comme ça, c'est à peu près transparent pour l'utilisateur. Vous pouvez switcher. Alors après, il y a toujours des risques, en particulier pour des applications, on va dire, un tout petit peu sensibles, la datation des transactions bancaires. On n'est pas à l'abri que quelqu'un détourne l'information horaire et trompe quelque part l'utilisateur en lui faisant croire qu'il a une certaine heure, alors qu'il est une autre heure, par exemple, pour pouvoir changer la causalité entre vente et achat d'actions. On n'est pas à l'abri qu'il y ait des systèmes de brouillage. Et ça apparaît de plus en plus souvent. Donc effectivement, maintenant, se développent des systèmes pour synchroniser à distance où justement il y a des combinaisons de systèmes fibrés, systèmes satellitaires, etc. pour être sûr que l'utilisateur, lui, aura toujours une heure fiable qui se synchronise à une horloge distante et qui sera le moins vulnérable possible, soit aux pannes, mais aussi, sans parler forcément d'un mot qui est un mot grave, qui est du terrorisme, d'une attaque sur Internet, par exemple, ou sur le système GPS. Aujourd'hui, il y a énormément d'horloges qui sont synchronisées par GPS. C'est-à-dire vous avez le temps GPS. Donc on pourrait se poser la question, si GPS arrêtait d'émettre, qu'est-ce que ça ferait? Donc effectivement, les utilisateurs où la synchronisation est très critique se posent ces questions et essayent de trouver des solutions pour qu'il n'y ait pas d'impact sur leur fonctionnement, tout à fait. Donc en cas de guerre numérique, ce qu'on a évoqué ce matin, c'est le thème de la journée. On va perdre nos données, mais aussi notre heure, quoi. Sauf si vous avez, c'est toujours pareil, ce qui est le cas d'ailleurs dans tous les systèmes. J'ai dit, on synchronise. Partout, vous avez des horloges. C'est des oscillateurs à quartz, hein, ce ne sont pas des horloges atomiques dans vos systèmes. Mais après, ça dépend de la qualité de votre horloge locale. Si vous avez un simple oscillateur à quartz, au bout de quelques secondes, vous perdez ou quelques minutes, ça dépend de la qualité, vous perdez la synchronisation. Si vous avez une horloge atomique de qualité, vous pouvez la garder pendant des jours et des jours. Et ça, par exemple, le système GPS, les horloges qui sont dans l'espace ne sont pas des horloges aussi compliquées que ça. Donc elles sont forcément moins performantes, donc elles dérivent, donc elles sont constamment remises à l'heure par rapport à des super horloges qui sont au sol. Et évidemment, il se pose la question, si c'est plus possible de remettre à l'heure les horloges dans l'espace, le système GPS s'arrête au bout de quelques jours. C'est-à-dire s'il n'y a plus ces moyens de remettre, si on laissait les horloges dans l'espace libre, elles fonctionneraient de façon complètement libre, comme elles ne sont pas extrêmement précises, au bout de quelques jours, c'est complètement désynchronisé, le système GPS s'arrête. Donc effectivement, cet aspect vulnérabilité de la synchronisation
c'est un aspect extrêmement important. On se rend plus compte après parce qu'on est un peu synchronisé automatiquement, comme quand on a le courant, le 220 volts. On ne s'en rend pas compte, mais on peut se poser la même question. S'il n'y avait plus d'électricité, qu'est-ce qui se passerait? On serait un petit peu mal. Donc c'est un peu le même genre de question. Avant, on avait les montres qui se remontaient comme ça. Des montres mécaniques qui se remontent toutes seules. Vous avez cité les transactions bancaires. Est-ce qu'il y a d'autres activités humaines ou quelles sont les autres activités humaines qui dépendent de façon critique d'un temps défini à la précision atomique? Derrière il y a les transactions bancaires, il y a toute la problématique de synchroniser les centraux pour toutes les opérations de télécommunication. Donc ça inclut Internet, effectivement. Et plus les débits augmentent, plus on imagine donc le nombre d'informations par seconde va augmenter. Donc on imagine que la précision de la synchronisation doit augmenter. Et un domaine qui est en train de monter en puissance, c'est la distribution de l'énergie. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on est plutôt dans une logique où il y a des grosses centrales avec des gros tuyaux, ou des gros câbles plutôt, qui distribuent l'énergie vers les utilisateurs. Et on s'oriente vers des réseaux, entre guillemets, intelligents, de distribution d'énergie où chaque maison va être utilisatrice et productrice d'énergie. C'est-à-dire il y aura des panneaux solaires, des éoliennes en local, et donc la maison soit elle utilisera l'énergie qu'elle produit elle-même, soit de l'énergie qui vient de l'extérieur, soit quand il n'y aura pas ce besoin-là, elle pourra renvoyer l'énergie qu'elle produit dans le réseau. Et donc vous voyez que ça sera des millions de points, de nœuds d'un réseau qui sont à la fois producteurs et consommateurs d'énergie, et donc il faut qu'ils puissent prendre l'énergie ou la renvoyer avec le bon signe au bon moment pour que tout ça, ça interfère et que ça construise de l'énergie au global. Et donc avec ce qu'on appelle les smart grids en anglais, ces réseaux de distribution d'énergie, là effectivement il y a un enjeu de pouvoir très très bien synchroniser l'ensemble du réseau. Bonjour, j'avais une question en fait concernant un terme que vous avez employé, précision. En fait, qu'est-ce que vous voulez dire exactement par précision? Est-ce qu'il s'agit de résolution finalement ou est-ce qu'il y a d'autres concepts derrière? Et puis ma deuxième question, ça serait concernant finalement les limites dans la mesure, alors pas forcément des limites théoriques, mais plus les sources d'incertitude actuelles qu'il faut dépasser pour avoir une bonne horloge. Voilà. Alors effectivement, j'ai utilisé le terme de précision, et alors, dans notre communauté, on ne l'utilise jamais parce que ce n'est pas un terme précis, c'est le cas de le dire. Il est très imprécis. Donc nous, on utilise deux termes qui sont quand même assez imagés. On utilise ce qu'on appelle l'exactitude, c'est-à-dire avoir la certitude que le rythme de l'horloge est le bon. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un décalage systématique qui fait que c'est systématiquement faux. Donc ça, c'est l'exactitude. Et on utilise aussi ce qu'on appelle la stabilité, c'est-à-dire on veut être sûr que le rythme de l'horloge est toujours le même. Aujourd'hui, demain, après-demain, etc. Donc c'est comme ça qu'on caractérise. Et le 10-18 dont je parlais, c'était vraiment la combinaison à la fois du côté stabilité et exactitude. C'est-à-dire qu'on est sûr que la fréquence délivrée par l'horloge a ces 17 ou 18 chiffres. On a confiance dans les 17 ou 18 chiffres. C'est-à-dire on est sûr que c'est les bonnes valeurs des chiffres. Et en plus, ils ne changent pas dans le temps. D'accord ? Et je ne me rappelle plus la deuxième partie. Et les sources d'incertitude, alors les sources d'incertitude, elles sont principalement instrumentales. Donc ça demande déjà beaucoup de travail pour optimiser tout le dispositif sur les aspects optiques, électroniques, etc., pour enlever tous les bruits instrumentaux. Donc ça, c'est beaucoup de travail. Et après, les limites fondamentales, c'est la sensibilité, par exemple, de l'atome à son environnement. Parce que je dis que l'atome, grâce à la mécanique quantique, c'est une référence absolue de fréquence. Ce n'est pas tout à fait vrai. La fréquence de l'atome dépend de l'environnement, dépend du champ magnétique, du champ électrique, dépend de plein des collisions, parce que les atomes, il y en a beaucoup, donc ils vont interagir entre eux, donc ça déplace les niveaux d'énergie, donc ça déplace la fréquence de référence. Et un aspect vraiment qui nous embête beaucoup, c'est les champs magnétiques. Et donc c'est pour ça que souvent les horloges ressemblent, quand vous regardez les photos d'horloges, ça ressemble à des boîtes de conserve, parce qu'il y a souvent beaucoup de blindage magnétique autour de la zone où il y a les atomes pour les protéger des champs magnétiques. Alors la petite anecdote que j'aime bien citer, c'est l'observatoire de Paris à côté de la ligne de RER. Et historiquement, chaque fois qu'il y avait un RER qui passait, on avait la fréquence qui bougeait, parce que le champ magnétique rayonné par le RER changeait la fréquence. Donc dans les années 90, on aimait bien parce qu'il y avait des grèves de RER qui pouvaient durer plusieurs semaines.
Donc ça, c'était le bon temps. On pouvait faire des mesures de précision sans être perturbé par les champs magnétiques. Alors maintenant, heureusement, ça ne dure pas aussi longtemps. Et on a un système où on mesure le champ magnétique ambiant et on crée un champ magnétique opposé. Donc c'est un système actif de compensation, de telle façon que les atomes voient le champ rayonné par le RER plus le champ que nous on crée, et globalement voient un champ nul. Donc ça, le champ magnétique, c'est un très gros effet qu'on arrive à peu près à... Mais sinon, après, effectivement, dans les limites ultimes, là c'est peut-être un petit peu plus dur d'en parler en peu de temps, c'est les limites de la mesure au niveau quantique, puisqu'on mesure des objets microscopiques, donc c'est des objets quantiques. Ils ont un comportement qui fait que, vous savez, en physique quantique, il y a toujours des relations d'incertitude. Et là, à ce niveau-là, quand on a atteint la limite quantique, on est content, parce que ça veut dire qu'on a résolu les problèmes instrumentaux, les problèmes d'environnement, et on a la limite quantique. Et vous imaginez qu'elle nous embête, cette limite quantique. Et donc, on réfléchit à des protocoles de mesure quantique qui ont d'ailleurs valu un prix Nobel il y a quelques années, à la fois sur un Américain et un Français, et qui était lié directement à la thématique des horloges atomiques. En utilisant des protocoles de mesure quantique un petit peu astucieux, on arrive à aller en dessous de cette limite quantique. Une question un peu philosophique là-dessus. Aujourd'hui, je crois, la seconde est définie comme un certain nombre de périodes de l'atome de césium, etc. J'imagine, enfin, je ne sais pas si c'est des atomes de césium que vous utilisez maintenant toujours, mais est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu... à partir du moment où on utilise l'atome de césium pour définir la seconde, est-ce que par définition, la mesure n'est pas forcément infiniment exacte? Alors, effectivement, comme là, il y a une définition dans le système international d'unité qui est liée au césium, si on va avoir une mesure exacte, exactitude dans le sens lien avec une définition, il faut utiliser du césium, tout à fait. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de voir que dans la définition, le 9 192 631 770, ça vous dit qu'il faut compter ce nombre de périodes pour que vous sachiez qu'une seconde s'est écoulée. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc cette horloge, ce n'est pas du césium, c'est du strontium. C'est-à-dire que le temps légal français qui est réalisé dans notre laboratoire, lui, il est piloté par une horloge à césium. J'avais le droit qu'à une seule slide, une seule diapo, donc voilà, vous ne la verrez pas. Mais aujourd'hui, les horloges à césium, elles ne sont précises, entre guillemets, instables et exactes, qu'à 10-16, c'est-à-dire 16 chiffres. Et les horloges optiques, comme celle que vous voyez là, donc là c'est du strontium, c'est pas du césium, elles sont aujourd'hui 100 fois plus précises. Et donc évidemment, vous imaginez qu'il y a une réflexion au niveau international pour savoir s'il faut redéfinir ou pas l'unité de temps et garder le césium ou passer à d'autres atomes ou d'autres ions, parce que j'ai parlé d'atomes, mais aussi des ions. Je n'ai pas demandé si on avait des questions sur les réseaux sociaux, non, c'est calme plat. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Oh, alors, ça va nous emmener loin, là, oui, effectivement. De temps. Après, ça dépend les durées qu'on souhaite mesurer. C'est-à-dire que depuis longtemps, on a eu besoin de se repérer dans l'année. Donc là, on parle plus de calendrier, c'est du temps. C'est-à-dire on ne cherche pas à savoir quelle heure il est dans la journée, mais on cherche à savoir quel jour on se situe dans l'année. Donc là, on imagine bien que c'est depuis l'Antiquité, la très lointaine Antiquité, où les gens se sont rendus compte que finalement, il se passait quelque chose avec une certaine périodicité, c'est-à-dire le mouvement du Soleil, la hauteur du Soleil, le mouvement du Soleil. À la fois, il y a la périodicité de la journée, jour-nuit, mais après, il y a une périodicité au niveau de l'année. Et là, c'est comme ça que se sont construits les calendriers. Après, la problématique de savoir à partir de quand on a eu besoin de mesurer le temps dans la journée, c'est-à-dire pour mesurer des durées, on va dire de l'ordre de la minute, l'heure, etc. C'est typiquement l'Antiquité avec les sabliers, les clepsydres, où là, c'est un concept de mesure qui est un petit peu différent de ce qu'on a dans les horloges. Parce que dans les horloges, comme j'ai dit, on a un oscillateur, on mesure des périodes. Là, on mesure plutôt un écoulement avec une clepsydre ou un sablier. Et donc là, on est dépendant de la vitesse de l'écoulement. Mais c'est complètement analogue à la rotation de la Terre, parce que la rotation de la Terre, quelque part, c'est pas un écoulement, mais c'est un angle qui évolue de façon continue,
Alors effectivement, on a l'impression qu'il y a une périodicité jour-nuit, mais le temps défini par la rotation de la Terre, c'est l'angle qui augmente de façon continue. Donc c'est un écoulement comme le sablier, et autant la rotation de la Terre n'a pas une vitesse de rotation, autant la Terre n'a pas une vitesse de rotation uniforme, autant les sabliers et les clepsydres n'ont pas des vitesses d'écoulement très uniformes. D'ailleurs, du coup, on voit que pour mesurer le temps, à chaque fois, ça a été de passer d'un oscillateur à un autre qui était meilleur. Enfin, je veux dire, on a eu la rotation de la Terre, les balanciers qui fournissaient une période, puis on est passé au quartz qui fournissait quelque chose de mieux. Là, on est sur les atomes. Est-ce qu'il y a des réflexions sur un oscillateur différent de ça qui fournirait des choses encore plus précises dans un nombre de décennies à déterminer? Effectivement, il y a des réflexions. Vous avez compris que là-dedans, dans cette approche de mesurer le temps avec un oscillateur, on veut avoir des fréquences les plus élevées possibles, c'est-à-dire découper une seconde en des graduations temporelles de plus en plus fines. Donc je rappelle les ordres de grandeur, le césium en est... Donc votre horloge que vous avez au bras, c'est un oscillateur à quartz, c'est à peu près 32 000 battements par seconde. Donc vous découpez une seconde en 32 000 morceaux. Une horloge césium, c'est à peu près 10 milliards de morceaux. Une horloge optique, c'est à peu près 500 000 milliards. Donc vous voyez qu'à chaque fois, c'est plus fin. Donc l'idée, c'est d'aller plus haut en fréquence. Donc ces horloges-là sont dans le domaine visible, c'est-à-dire que l'oscillateur est dans le domaine visible, ça s'appelle un laser, c'est un oscillateur un peu particulier. Vous voyez le laser sous une forme directive, le rayon laser, mais nous on utilise le laser par ses propriétés d'oscillation dans le domaine optique, et on peut aller encore plus loin, aller dans le domaine ultraviolet, rayon X, etc. Après, il faut trouver les références, il faut trouver les atomes. Il faut avoir un atome très stable, qu'on peut interroger, qu'on peut faire interagir facilement avec le rayonnement, et effectivement, il y a des recherches très amont d'essayer de trouver d'autres types de systèmes atomiques, même des transitions au niveau du noyau, des transitions nucléaires, qui sont à plus haute fréquence et qui permettraient d'imaginer des horloges encore plus précises. Qui seraient du coup des horloges nucléaires. Qui seraient des horloges nucléaires, tout à fait. Une dernière question peut-être? Je pense qu'après on va être... Et alors, le pendule de Foucault qui est au CNAM, il fait quoi? Il aussi. Dans le pendule de Foucault qui est au CNAM, en fait, ce qui est important dans le pendule de Foucault, c'est pas tellement ça. Ce qu'on observe, c'est pas tellement la fréquence, c'est le battement. Ce qu'on observe, c'est plutôt le fait que son plan d'oscillation, il reste pas constant par rapport au. Quand vous faites battre un pendule, vous voyez qu'il oscille dans un certain plan. Et si on était sur un objet qui tournait pas, l'objet c'est la Terre. Si la Terre ne tournait pas, par exemple si vous êtes au pôle, si vous êtes à l'équateur, plutôt je vais commencer par là, si vous êtes à l'équateur, le plan d'oscillation ne va pas tourner. Par contre, imaginez que vous êtes au pôle, vous allez avec votre pendule, vous le faites osciller, donc le plan d'oscillation, lui, va rester toujours le même, par contre la Terre, elle tourne. Donc vous, si vous regardez juste le plan d'oscillation par rapport au sol, vous allez avoir l'impression que le plan d'oscillation du pendule tourne par rapport au sol. Et donc le pendule de Foucault, c'est exactement ça. Alors c'est un peu plus compliqué quand on est à Paris, parce que comme on est un peu incliné par rapport à l'axe de rotation terrestre, le plan d'oscillation ne tourne pas à la même vitesse que si on était au pôle. Mais c'est comme ça que Foucault en a déduit que la Terre tournait, que le plan d'oscillation de son pendule ne restait pas fixe par rapport au référentiel du environnant. Bien, merci. Écoutez, merci à tous pour vos questions. Merci Noël pour toutes ces réponses. Merci pour votre intérêt.